Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un sujet absolument fascinant et franchement déterminant pour notre avenir à tous. On va décortiquer de manière totalement impartiale un véritable choc idéologique, la confrontation directe entre la vision hyperpuissante des géants de la tech américaine et l'émergence d'un tout nouveau modèle européen de gouvernance numérique. Et l'enjeu, il est colossal. On ne parle pas juste de quelques algorithmes ou de bouts de code là, on parle littéralement de la façon dont nos sociétés vont être dirigées demain. Allez, on entre dans le vif du sujet avec ces mots. Et il faut dire qu'ils frappent fort. Je ne crois plus que la liberté et la démocratie soient compatibles. Cette phrase, elle a été prononcée en 2009 par Peter Thiel. Vous le connaissez sans doute, c'est le fondateur de PayPal, le mentor de personnalités comme J.D. Vance et une figure de l'ombre d'une bonne partie de la Silicon Valley, très proche de dirigeants comme Alex Karp chez Palantir. Alors pourquoi cette citation ? Eh bien parce qu'elle capture parfaitement l'immensité des enjeux actuels. C'est pas juste une provocation, c'est un vrai changement de paradigme, totalement assumé, dans la façon dont ces leaders de la tech perçoivent l'organisation de la société. Pour bien comprendre la dynamique de ce décryptage, voici notre plan de route. D'abord, on va voir le récit américain. Ensuite, les limites de ce modèle. Puis, l'éveil de l'Europe. Après ça, on parlera du retour au territoire et on terminera sur la nécessité de financer et d'éduquer autrement. On commence donc avec notre première partie, le récit américain. Alors, pour vraiment saisir ce qui anime les géants de la tech aujourd'hui, il faut faire un petit saut dans le temps, vers leurs racines. C'est un récit qui est né d'une promesse, avouons-le, extraordinairement ambitieuse, celle de construire un monde meilleur. Concrètement, l'idée de base, c'était de réduire l'État à son strict minimum. On transférait la gouvernance à des systèmes technologiques parce qu'on les pensait infaillibles, tout simplement. Le but, créer un ordre mondial totalement fluide, sans la moindre friction, avec cette théorie presque utopique qu'en unifiant le monde par les réseaux, on pourrait carrément éradiquer la guerre. C'est cet enthousiasme, cette vision grandiose qui a attiré des cerveaux brillants et des milliards de dollars aux États-Unis. Et ça illustre parfaitement le fossé gigantesque entre l'idéalisme des débuts et la réalité commerciale d'aujourd'hui. D'un côté, on a ce mantra profondément humaniste, le fameux « Don't be evil », « Ne soyez pas malveillants », qui était littéralement écrit sur les premiers contrats de travail chez Google. Mais de l'autre côté, la réalité nous rattrape avec des événements comme le scandale Cambridge Analytica et la vente massive de données personnelles. C'est le jour et la nuit. Et forcément, ces dérives éthiques, elles ont fait l'effet d'une énorme sirène d'alarme pour l'opinion publique mondiale. Ce qui nous amène logiquement à notre deuxième point, les limites du modèle. C'est précisément là que la belle machine s'est enrayée. Ce grand récit technologique hyper centralisé dont on vient de parler a fini par se prendre un mur culturel et politique. Le cœur du réacteur, c'est l'acceptabilité. Imaginez un peu, confier les clés de la société à un petit consortium d'entreprises privées. Eh bien, pour les populations européennes, c'est un non catégorique. Les citoyens ne veulent tout simplement pas que des dirigeants non élus, à la tête de boîtes comme Palantir, agissent comme une sorte d'État fantôme. Il y a une quête de responsabilité démocratique très forte que ce modèle de la tech n'est juste pas capable de satisfaire. Maintenant, ce qui est vraiment super intéressant ici, c'est ce chiffre, 25%. Parce que la résistance de l'Europe, c'est pas juste un grand débat philosophique d'intellectuels, pas du tout. Les sources soulignent que ce rejet citoyen menace directement les ressources de ces géants. On parle de plus d'un quart de leur chiffre d'affaires mondial qui est en jeu. Quand on réalise ça, on comprend tout de suite beaucoup mieux l'immense frustration des patrons de la tech américaine face à une Europe qui refuse obstinément de s'aligner sur leur vision. On passe donc à notre troisième partie, l'éveil de l'Europe. Alors, cet éveil, c'est la réponse politique directe aux impasses du modèle hyperglobalisé qu'on vient de voir. Et pour bien comprendre ça, il faut faire un pas de côté et regarder le temps long. La tech américaine, à l'échelle de l'histoire, c'est très récent. L'Europe, en revanche, c'est plus de 3000 ans d'essais, d'erreurs et de construction sur la façon d'organiser le pouvoir. On part des premières tentatives démocratiques antiques, on passe par les idéaux des Lumières, liberté, égalité et fraternité, jusqu'aux institutions solides d'après-guerre. C'est cet ADN très profond qui motive aujourd'hui un véritable éveil démocratique numérique. En gros, l'Europe refuse d'abandonner son idéal citoyen au seul profit de l'efficacité algorithmique. Ce qui nous conduit à notre quatrième partie, le retour au territoire. Donc, le point crucial, c'est vraiment cette opposition frontale de vision. D'un côté, à gauche, vous avez l'approche américaine dominante qui perçoit globalement le numérique comme un instrument de contrôle commercial, piloté par des monopoles privés à l'échelle mondiale, et de l'autre, à droite, l'alternative européenne qui remet au centre la mécanique de la coopération locale. Et l'image qu'il faut absolument garder en tête, la voilà. L'Europe commence à envisager les réseaux numériques non pas comme un produit de consommation, mais comme une véritable infrastructure publique vitale. C'est décentralisé, exactement au même titre que notre réseau routier ou la distribution d'électricité. C'est un changement de perspective majeur. Et enfin, on termine avec notre dernière partie, financer et éduquer autrement. Voyons maintenant comment tout ça se construit concrètement. Parce que redéfinir la technologie comme une infrastructure publique, c'est super, mais ça demande des cerveaux et de l'argent.
L'Europe déploie sa stratégie autour de 3 piliers. Le premier, propulser sa génération Erasmus, ces jeunes qui ont des racines interculturelles très fortes, vers la direction politique. Le deuxième pilier, c'est la refonte de l'éducation. Il faut arrêter de dévaloriser les profils technologiques atypiques, ces esprits libres sont absolument essentiels. Et troisièmement, utiliser cette diversité de talents pour déployer l'intelligence artificielle d'une nouvelle façon. Pas pour nous surveiller, mais comme un moteur de solidarité sociale et même d'esthétique dans nos espaces de vie. C'est une démarche 100% coopérative. On arrive au bout de cette analyse, et tout ce qu'on vient de voir nous laisse avec une question fondamentale, presque vertigineuse. L'avenir de l'innovation numérique sera-t-il un simple instrument de contrôle commercial ou deviendra-t-il le socle solide d'une nouvelle forme de coopération sociale? Ce que les sources montrent clairement, c'est que l'Europe ne cherche pas la rupture totale avec les États-Unis. Nos histoires restent liées. Mais elle exige une alternative. Et franchement, c'est une réflexion vitale qui va déterminer la nature même de la civilisation de demain. Je vous laisse méditer sur cette question alors que le paysage tech continue de muter sous nos yeux.